Eh bien, bonjour à vous. Donc, je pense à un dossier. Un patient de 29 ans qui a adressé aux urgences pour des douleurs abdominales avec des vomissements. Les douleurs sont l'apparition brutale au niveau du flanc droit. Ça a apparu le matin, vers 10 heures, avec des vomissements alimentaires qui ne sont pas rythmés par l'alimentation. Il y a des nausées, des frissons. Il n'y a pas de troubles du transit, pas de diarrhée, pas de constipation. Le patient aux urgences, il est en pleurs, il a mal, il est en chien de fusil, il n'a pas de signe urinaire, il n'a pas de fièvre, et c'est son premier épisode de ce type. Il n'avait jamais eu ça auparavant. Dans les antécédents, il a juste eu une colique néphrétique il y a 1 an, et il n'y a pas de traitement pour pas d'allergie. À la clinique, il est immédiatement stable, l'examen clinique est normal, l'abdomen est souple, les fosses lombaires sont libres. Le reste de l'examen est normal, le CG est normal, la BI est normal. Est-ce que vous avez des hypothèses diagnostiques à ce stade? Appendicite. T'as dit quoi, Nicolas? Moi, j'ai mis colique néphrétique parce qu'au niveau du flanc droit, il n'y a pas de fièvre. La colique hépatique et l'appendicite, même s'il n'a pas de fièvre, il a mal à ce endroit. Voilà. Donc, entre-temps, on lui fait un bilan. Avant, on traite d'abord sa douleur. On lui fait d'abord du palier 1, ça ne suffit pas. Il bulle toujours. On passe au palier 2 avec du tramadol, ça ne suffit pas. On passe au palier 3, qui ne suffit pas. On lui fait 7 mg de morphine, ça le soulage partiellement. On lui fait au total 15 mg qui le soulage par intermittence à intervalle de 10 minutes. On l'hydrate, on lui met du primpéran pour les nausées, les vomissements, mais il continue de vomir, il continue d'avoir la nausée. Donc, entre-temps, on lance son bilan. Le bilan revient normal, le bilan hépatique est normal, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, il n'y a pas d'hypercalcémie, le INO est normal. Donc, moi, je suis totalement perdu. Je vais voir mon chef et il me dit: as-tu posé une question? D'après vous, quelle question il me dit de poser pour orienter? Est-ce qu'il fume du cannabis? Voilà, je lui ai demandé s'il fumait du cannabis. Il fume du cannabis régulièrement depuis une dizaine d'années. Donc, ça nous oriente vers un syndrome cannabinoïde. Le syndrome cannabinoïde, c'est un ensemble de symptômes au niveau avec des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales chez des personnes qui consomment du cannabis de façon régulière depuis plusieurs années. Il peut se déclencher de manière soudaine, après plusieurs années ou pas. Ça dépend des personnes. La principale hypothèse du syndrome cannabinoïde, c'est que les récepteurs, il y a des récepteurs au niveau du tractus intestinal de CB1 et CB2 qui sont stimulés par le THC. Et le THC entraîne une toxicité intestinale en faisant une altération de la motilité, des douleurs viscérales, et il diminue la sécrétion d'acide au niveau de l'estomac, d'où les aigreurs de l'estomac chez ces patients-là. Il faut savoir aussi que le THC entraîne un effet hypothermique par l'intermédiaire de ces récepteurs. Le syndrome cannabinoïde se décline en 3 phases. La phase prodromale, c'est une phase où on a d'abord des aigreurs d'estomac, des vomissements et un inconfort, une anxiété.
Elle peut se déclencher après plusieurs années ou après quelques mois. On a une phase active, c'est généralement la phase, c'est la phase qui nous amène aux urgences, vomissements, diarrhée, irritabilité, perte de poids, anorexie. Généralement, dans un syndrome cannabinoïde, l'examen clinique est normal, la biologie est normale. Et on a une phase de rétablissement qui peut durer plusieurs mois, généralement 3 semaines, dans laquelle on peut avoir des rechutes. Les facteurs de risque, ça touche principalement les personnes de moins de 50 ans qui consomment du cannabis au moins 4 fois par jour. Les personnes de plus de 50 ans sont rarement touchées par la syndrome cannabinoïde. Je n'ai pas d'explication. Il y a des critères diagnostiques, c'est-à-dire que ça guérit à l'arrêt du cannabis. On a une amélioration de la chaud, des douleurs abdominales, épigastriques et une consommation de cannabis hebdomadaire. Le traitement, bien sûr, c'est un traitement symptomatique. On a d'abord l'hydratation. Généralement, on utilise des antalgiques de palier 3, on va directement dans le palier 3, même s'il y a une faible efficacité. On met des antiémétiques. Généralement, apparemment, le razépam et l'halopyridol auraient une meilleure efficacité, enfin, semblent efficaces contre les vomissements par rapport au printemps. Et aussi, on a la douche chaude. La douche chaude, en fait, comme le THC entraîne une hypothermie, ça contrebalance et ça diminue les symptômes du cannabis. Ensuite, on a le traitement de fond qui est le sevrage complet du cannabis. Donc, monsieur N, après avoir pris sa douche, allait mieux avec pour consigne, conseil de se sevrer en cannabis. C'est le sevrage du cannabis qui permet l'arrêt total de ces symptômes. Donc, dans un syndrome cannabinoïde, ce qu'il faut retenir, c'est antalgie, hydratation, les bains chauds et le sevrage du cannabis. Et pour les vomissements, il faut plutôt associer du lorazépam et le complément. Voilà. Merci. C'est une question. Ouais, moi, je ne comprends juste pas. Du coup, le traitement du fond, c'est du sevrin cannabis, mais du coup, le problème du syndrome cannabinoïde, c'est de... En gros, le syndrome cannabinoïde ne parle pas forcément à l'arrêt de la consommation. C'est la consommation régulière qui entraîne avec la toxicité des THC au niveau des récepteurs, qui peut entraîner ces douleurs, les douleurs, les vomissements. Généralement, ça apparaît quand le patient arrête de fumer pendant une journée, 2 jours. Mais ce n'est pas ce qui... Ça peut apparaître pendant qu'il fume, alors qu'il fume. Moi, j'ai 3 patients de ce style. Il y en a un pour qui il fumait, il était en train de fumer, et puis 2 heures plus tard, il a eu son syndrome. J'ai une autre patiente pour laquelle ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas fumé. Et au cours des 2 dernières semaines, elle a eu 2 fois ces symptômes. Et elle venait aux urgences jusqu'au point de sa bouche. Voilà. Et les antalgiques. Et ça marche vraiment bien, la douche chaude, ça marche beaucoup mieux que la morphine. Donc, quand vous avez cette suspicion-là, il faut vraiment aller foutre sous la douche. Ça marche vraiment bien. Moi, de mon côté, quand j'ai vu ce patient-là, je ne connaissais pas du tout le syndrome cannabinoïde. J'ai découvert la douche chaude. J'en ai pas eu ici, moi, encore. On avait beaucoup relou. Moi, je pense que je vais filtrer à l'accueil. Enfin, ça dépend, mais si tu veux quitter, accueil, douche. Et ouais, c'est un peu ça. Les gens assis, il y en a un qui vient hyper souvent. J'ai fait 3 fois. Et par contre, moi, ce que je me demandais, c'est si quand tu leur mets des paliers 2, genre de la codéine et de la morphine,
je sais pas si c'est le même récepteur ou pas, mais enfin, Si c'est les statuts. ouais, en fait, c'est ça, si tu leur, enfin, tu vois, si ils perdent, tu leur fais pas soit leur shoot s'ils sont un manque entre guillemets. Je sais pas, c'est une question que je me suis posée. Moi, j'évite de leur en mettre, justement. La morphine, en fait, de ce que j'ai vu, la morphine ne fonctionne pas trop. La dernière fois aux urgences, nous, on avait dit, on met de la morphine alors qu'on a mis de l'eau. Ah, c'était quoi là? On a mis de l'eau, il allait vivre juste après. Donc, je sais pas s'il y a, enfin, il y a souvent des. Après, de toute façon, je pense que si tu connais, si tu veux la morphine, c'est que tu connais. Tu n'es pas sûr qu'on a aussi. Ouais. On revient un peu au début là, quand on repasse un peu des diapos au fur et à mesure, parce qu'il y a des questions intéressantes à poser. Ok, le bilan. Là, alors on revient sur la clinique. Donc les 3 hypothèses diagnostiques, d'accord. Qu'est-ce qui va dans un sens, qu'est-ce qui ne va pas dans l'autre? Pourquoi en colique néphratique, c'est bizarre? La colique néphratique, je l'ai mis au niveau du tableau. Oui, mais je pose la question, je comprends pourquoi tu l'as posé. Donc il y a un antécédent de colique néphratique, c'est-à-dire un jeune, une douleur du flanc droit, ok. Pourquoi c'est moyen quand même là? Ouais, le but est né, c'est bizarre. Ouais, dis-moi. T'allais peut-être dire, Solène, juste pour info, on a des BU qui prennent l'humidité, du coup, il ne faut pas hésiter quand on a une vraie suspicion à la refaire, voire envoyer un CPI. Des fois, le fois à la veille, on a acheté tout un pot où en fait, avec l'humidité, et il y a des gens qui ne s'allumaient jamais, même quand on faisait des tests avec autre chose que il y a ça, et la valeur prédictive négative de la BU chez l'homme, elle est très très mauvaise par rapport à chez la femme. Donc c'est quand même pour ça qu'il faut quand même y penser malgré tout et envoyer le CBU et envoyer ça bien. Après, donc, du coup, tu proposes la colique hépatique, la pancréatite, tu l'as pas mis. La pancréatite, j'ai pas mis parce que on y croit un peu moins. La sémiologie. C'était flanc droit, c'était des douleurs non liées par l'alimentation. Et l'appendicite, c'est l'appendicite, la pancréatite, il n'y a pas de la fièvre, ça dépend, ça fait très très mal et des fois, c'est souvent surtout épigastrique transfixion, mais bon, pourquoi pas, flanc droit, ça se fait aussi. C'est plutôt hypochondroïde que le flanc droit. Et l'appendicite, je sais que ça peut être pas ça. L'appendicite, surtout, en fait, comme il avait une douleur, il était un EVA9, donc ça peut être appendicite. T'as mis la température de la personne? Non, j'ai pas mis la péritique. Ouais, souvent, quand l'appendicite, tu as une petite température subfébrile, quoi, il manque un petit peu ça, quoi. La pyélo aussi, pareil, BU négatif, hypotherme, tu as des études normothermes, mais pas de fonctionnement. Ok, vas-y, avance. Donc là, tu as ta bio qui t'élimine tout, quoi. Donc là, tu es bien, c'est ça. Là, je suis. Faut savoir que moi, j'ai eu pas mal d'appendicite ici, chez des jeunes comme ça, qui avaient juste la douleur flanc droit et l'hyperthermie, et qui avaient un sang et qui n'avaient aucune bio, enfin la bio était strictement normale. Donc quand vous avez une suspicion diagnostique, ces patients-là, il faut au moins les envoyer à l'écho. Faire attention il n'y a pas forcément de syndrome inflammatoire public. D'ailleurs, je crois que dans les recours, c'est encore le cas, il n'y a pas besoin d'examen pour poser le diagnostic. L'écho, quoi. C'est 2 critères. Ah oui, pour moi, c'est 2 critères sur 3. Ouais. Non. Mais tu n'as pas besoin de la bio, quoi. Ou tu n'as pas besoin de l'écho. C'est ça, en fait. Il faut la clinique typique, l'écho, bio, il faut 2 critères sur 3. Je suis même pas sûre que la musique qui suffit si tu as ta clinique. Moi, je me suis fait avoir une fois sur un patient qui était assez gros. Il avait, enfin, je me suis avoir, en fait, il était déjà l'escalier. Et ouais, alors ça, je ne connaissais pas les 3 phases là. Donc, du coup, est-ce qu'elle est dans. Ça t'a chopé ça où? Desjardins. Je vais le mettre sourcil, c'est que l'on voit. Desjardins, Esténard, le ministère de l'Oréal. Et du coup, est-ce que ces 3 phases-là sont systématiques? Est-ce que.
peux pas répondre. Des trois, enfin, Photomonage, Zaxi, Hypernet. des deux sources que j'ai, il parlait de ces trois phases. Il disait pas si c'était systématique. La question, c'est est-ce qu'il faut les rechercher, enfin, de toute façon, il faut les rechercher à interrogatoire pour t'aider au niveau analytique, mais je n'ai jamais vraiment entendu parler qu'il y avait des fois, enfin, des trucs comme ça. Bon, après, si remarque, qui je pense, il y a des vomissements du commun aussi. Et là, en fait, ce tableau-là, j'ai parlé, je ne sais pas. T'as l'impression qu'en fait, c'est comme si on parlait d'une maladie chronique, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai T'as une l'impression intoxication progressive, en fait. Hein. Ça, Ouais, un peu, c'est pas... Ou une désintoxication. Quoi. Ouais. Une souffrance, c'est comme soit un manque, soit une saturation. Ok. Notre appellation, c'est un autre truc. Non, c'est bien. Ok. Ouais, ça ne touche pas les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans, je sais, j'ai pas Après, est-ce que c'est parce que tu as moins de consommateurs chez les plus de 50 ans, tout simplement? Je n'ai pas trouvé d'informations sur C'est un biais, on a dit qu'un. Plus un biais qu'une raison réelle. Ok. Et toi, à la palpation de ton abdomen est souple quand même. Souple. J'ai appuyé, il avait que dalle. J'ai appuyé, Et ça lui fait pas plus mal. Pas plus mal. Non, il n'y avait même pas de défense, il n'y avait même pas cette sensation de quand le patient a peur avec quand on appuie, il n'y avait pas cette sensation. Et il y avait aussi le cannabis en côté en chimiothérapie. Le cannabis est utilisé comme antiémétique de manière aiguë chez certaines patients de chimio, tandis que quand c'est en chronique, le côté émétique est favorisé par la consommation chronique parce qu'il y a une relaxation du CNCR. C'est un peu plus que ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à demander aux patients, savoir s'ils sont intoxiqués. Enfin, pour plusieurs choses. Donc, déjà pour ça. Et puis, par exemple, quand on fait des gestes à la sauve, je ne sais pas si vous avez remarqué sur le journal à la sauve, mais il y en a certains, on a beaucoup de mal à les sédater. Donc, c'est bon à savoir. Quoi. Je sais que c'est possible, donc je parle de tout ça. C'est intéressant de savoir que s'ils sont consommateurs de même si c'est occasionnel, si c'est une fois tous les 6 mois, voilà, mais si c'est occasionnel, c'est intéressant. Et du coup, il y a une patiente en box de la nuit. Et elle est arrivée avec un abdomen. Enfin, elle hurlait de douleur dans le couloir et elle hurlait qu'elle voulait sa morphine. Je suis arrivée à me sa bouche, j'ai dit non. Et en fait, je lui ai mis une palier 1, palier 2, surtout elle est passée à la bouche. Et voilà, et par contre, son ventre, c'était. Alors, elle était agitée, donc voilà, mais j'avais quand même franchement l'impression qu'elle avait une défense plutôt épigastrique. Moi, je pense que c'est vraiment une pancréatite. Moi, j'avais des défenses épigastriques sur cette époque-là. Ouais, mais s'il faut des élèves en estomac, Bon, elle, il s'avère qu'en plus, elle a une hépatite cognée, mais là, elle a plus du tout mal. Donc, pour moi, c'est pas l'hépatite qui fait mal, tu vois. Enfin, c'est genre qu'elle a pris de. Enfin, pour moi, il y a des moi, j'ai souvent eu des problèmes bizarres. Et les cannabis de synthèse ont un effet beaucoup plus en termes de sevrage, plus prononcé que le cannabis. Attends, je sais pas plus. Les drogues de synthèse, le cannabinoïde de synthèse ont un syndrome de sevrage, ont un effet beaucoup plus prononcé. Il y a plus de syndrome de sevrage, tu veux dire, ou des syndromes de sevrage plus Il est plus fort, que. Et de synthèse, on parle de. Cannabidol, tous les dérivés qui sont fabriqués en acide. D'accord. Le truc cannabis. Ici, la douche chaude, ne fonctionne pas. Il y a une qui est connue pour ça, qui vient souvent. Tu continues. Celle plus souvent en continuer les douches chaudes, Tu continues, et puis jusqu'à ce que ça passe. C'est quand même un diagnostic d'exclusion, hein. C'est-à-dire que si ta douche chaude fonctionne, tu es quand même hyper rassuré, tu te dis que c'est probablement ça. Mais s'il faut scanner, on scanne. Enfin, faut
pas passer à côté d'autres choses. Hein. Donc, dans tous les cas, ceux-là, en fait, c'est super bien. On mérite une bio, il mérite de toute façon, ouais, c'est ça, il faut faire attention. Le doute de bénéficie toujours aux patients. Donc, ces patients, tu sais que tu vas de toute façon les perfuser pour les hydrater. Tu leur piques un bilan pour te rassurer, pour dire que tu as un bilan hépatique, une bio classique qui est bonne. Il ne faut pas se dire, ah, mais c'est là, elle vient tout le temps, c'est une source de cannabis, on le met sous la douche chaude et puis on attend. Quoi. Ces patients, il faut les perfuser, surtout tu les hyperhydrates, autant envoyer un bio pour passer à côté des choses. Quoi. Un peu comme les drépanoes qui viennent, et puis un jour ils arrivent à voir, c'est peu. Attention. Ok, ça marche. D'autres questions? Chose aussi importante, je pense, c'est de bien leur expliquer aussi que le patient, c'est la vitamine. Et surtout, peut-être que ça peut les motiver, parce que moi, j'en ai plusieurs qui m'ont dit, ah non, mais plus jamais. Hein. Et du coup, je ne sais pas s'ils se sont sevrés, mais peut-être que ça peut avancer un processus de sevrage. Et celui qui vient souvent là, la première fois que je l'ai vu, il était sur la métropole. Il avait eu, je crois, il avait eu 3 fibros, il avait eu des coloscopies, il avait eu 2 scanners sur les 5 dernières années, parce qu'en fait, il faisait exprès. Il n'était pas satisfait du diagnostic et du coup, il allait à chaque fois dans un hôpital différent en disant rien du tout. Et bah, moi, je lui ai mis un peu stop. Je lui ai dit qu'il ne va pas se bien. Et pendant qu'il est passé à la douche, après, il est du tout mal. Je lui ai expliqué et il me dit en fait, c'est le 4e médecin qui me dit ça. Peut-être que c'est ça. Mais bon, voilà. C'est un consommateur de sang qui vient leur expliquer que. Vous savez qu'il y a le XAPA il y a l'équipe d'Addicto en jour ouvrable, donc souvent elle n'est pas là le week-end et tout ça, mais de 8h, 9h à 16h, vous pouvez les contacter pour faire entrer les gens dans la filière d'édictologie. C'est important, le numéro il est dans le PC, et si vous ne l'avez pas, vous passez par les IDEPSI, eux ils l'ont pas. D'accord. On est très très mauvais dans la gestion des patients addicts à Cayenne, surtout en Guyane, et pourtant il y a énormément de patients qui sont addicts en Guyane, et la filière elle est très mauvaise, mais si nous on ne le fait pas, on est soit en premier recours, sinon on ne le fait pas correctement, déjà on n'aide pas au système. Quoi. Donc n'hésitez pas, même si vous avez l'impression que le patient ne va pas suivre la filière, ça fait partie de notre travail au quotidien, en tant que soin de première ligne, de mettre les patients déjà dans la boucle. Si vous avez des patients comme ça qui souffrent, qui ne disent plus jamais, ils n'y arriveront peut-être pas tout seuls. Donc, si vous leur remettez, si c'est en jour fermé, juste le numéro, si c'est en jour ouvrable, appelez Addicto, parce qu'ils se déplacent dans les urgences sans problème, l'infirmier de l'Addicto. Donc, ça, c'est bien pour n'importe quelle addiction d'ailleurs. Et surtout, ça leur donne une porte ouverte, parce que des fois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur demander, par exemple, vous consommez de l'alcool. Il faut essayer de savoir un peu combien et si on considère que c'est trop ou pas assez, par exemple, le cannabis. Et puis surtout leur demander est-ce que vous pensez que votre consommation est un problème et s'ils disent non comme ça, bon, bah, de toute façon, on sait qu'on n'ira pas très loin, mais c'est en tout cas si un jour vous trouvez vous voulez arrêter, sachez qu'on peut vous aider. Voilà, la porte est ouverte. Et par contre, s'ils disent oui, bah, alors là, il faut s'engouffrer dans la brèche. Et, là, ça va être à eux d'appeler et tout ça. Mais si on leur a pas posé la question, alors la dame qui est en bas, elle m'a demandé. Elle m'a dit bah, en fait, j'aimerais bien qu'on va arrêter le machin. Il y en a plein, ils ne vont pas oser parce qu'ils ne pensent pas que les urgences puissent leur donner des contacts et tout ça. C'est dans les recommandations d'ailleurs. Tous les patients addicts qui passent aux urgences, vous devez leur proposer une solution pour arrêter leur addiction. C'est recommandé dans la recommandation. Bon, merci beaucoup. Merci. C'est très intéressant. Donc, vous l'avez pas fait encore ça. Moi, je parle ici. Mettre du Laura Zépa, je pense que Lucie est là. Je suis seul. Tu fais rien, quoi. Julie, Léna et Lucie. Tu bois un café? Oui, carrément.
J'ai oublié de te réveiller, Sarah, mais je lui ai laissé une somme absolument parfaite.